Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler des run levels sous Linux. Tout est dans la traduction. C'est dans la pratique que ça va devenir un peu plus compliqué à comprendre. Run, comme exécution, fonctionnement, level, niveau. Le run level est tout simplement le niveau d'exécution du système. Alors on va pouvoir en compter 7, mais en réalité ils sont que 3, les autres étant des niveaux qu'on ne peut pas vraiment exploiter. Et bien au travers de quelques exemples de commandes, on va pouvoir voir à quoi ils correspondent. Avec ces niveaux de démarrage, on va voir différents stades et on va voir que le démarrage des services se fait en fonction de ces niveaux. En quelques minutes, je vais donc essayer de vous expliquer tout ça. Les run levels c'est assez vaste, c'est du système, c'est pas forcément facile à comprendre. Alors on va partir du simple. Et en fin de vidéo, vous pourrez voir que ça peut aller beaucoup plus loin et c'est pas si facile que ça. Vous retrouverez le timecode dans la description de la vidéo. Avant de commencer dans les exemples, on va déjà voir ces 7 niveaux et on va voir comment les atteindre. Comme j'ai déjà dit, il y en a certains qui ne sont pas exploitables. Les niveaux vont alors de 0 à 6. Le niveau 0, c'est l'arrêt de la machine. Donc forcément, quand la machine est arrêtée, on peut pas faire grand chose sur le poste de travail. Le niveau 1, alors je dis normalement, le niveau 1, normalement, c'est un niveau mono-utilisateur, un niveau de dépannage, sans réseau et en mode texte. Alors pour comparer un petit peu aux produits Microsoft, on parlerait du démarrage en mode sans échec. Alors bien sûr, ça évolue beaucoup avec le noyau. Les niveaux de démarrage sont lancés au travers du noyau. Alors aujourd'hui on est souvent juste avec un minimum de services. Souvent on va retrouver le réseau plus le multi-utilisateur, mais le niveau 1 ça va être en fonction de la distribution. Mais globalement quand on regarde bien, chez Microsoft c'est la même chose, le mode sans échec aujourd'hui est presque normal. Puis on va retrouver les niveaux 2, 2, 3 ou 2, 3, 4. Puisque généralement ils vont ensemble. Certains diront que c'est le mode de démarrage normal. En réalité, c'est le mode de démarrage multi-utilisateur avec le réseau. Alors bien sûr, c'est presque normal de toute façon, mais tous les services ne sont pas toujours démarrés. On va voir ça plus loin avec les RC. Et on va retrouver ensuite le niveau 5. Donc comme je disais, on a le niveau 2, 3 ou 2, 3, 4 qui vont aller ensemble. On va voir le niveau 5, le niveau 4, 5, le niveau 3, 4, 5 qui vont aller ensemble. Donc certains vont dire que il s'agit de modes qui peuvent être configurables. Alors en réalité, c'est pas vrai, on peut tous les configurer. Puis pour quelle raison on irait configurer des niveaux de démarrage différents? Est-ce qu'on démarrerait pas une machine toujours de la même manière? Donc justement, j'en parlerai aussi tout à l'heure. Alors souvent, sur le niveau 5, on va retrouver le démarrage de l'interface graphique. Et il reste un dernier niveau. Le niveau 6, c'est le niveau de redémarrage de la machine. Pareil, le niveau 6, on peut pas faire grand chose. Alors si on remonte à une dizaine d'années en arrière, les niveaux 2, 3, 4 et 5 étaient un petit peu différents. Mais maintenant c'est plus le cas, on va retrouver soit le niveau 2, 3, 4 ensemble ou les niveaux 3, 4, 5 ensemble. Mais ça sera la même chose. De toute façon on va le voir tout à l'heure. Donc là l'idée c'est de garder une idée générale de ces 7 niveaux de démarrage. Après ça va dépendre aussi des distributions. Donc finalement on se retrouve avec 3 niveaux qui sont réellement utilisables, le 1, le 2 et le 5. Les autres sont plus fonctionnels. Après l'arrêt, on peut pas faire grand chose, et le redémarrage, c'est exactement pareil. Alors concrètement, on va utiliser la commande init. Init 0 à init 6. Alors bien sûr, la commande init, qui est un passage dans les différents niveaux, avec démarrage, redémarrage des différents services, va s'exécuter en route. Alors je vais reprendre chaque niveau au fur et à mesure de cette vidéo. Alors le programme init c'est le père de tous les processus, c'est le premier processus.
qui va être lancé, c'est celui de base. Alors bien sûr, on pourrait le tuer. Si on tue le programme init, le système va s'arrêter. Heureusement, la plupart des systèmes sont protégés contre ça. Alors si je tape init 1, je vais basculer en mode rescue, en mode de dépannage. Je vais me connecter, donc là en réalité il me demande même pas mon login, puisque le mode rescue va me connecter automatiquement en administrateur. Et là, une fois que je suis connecté, je peux repasser au niveau 5 avec un init 5, et inversement, revenir au niveau 1 depuis le init 5. Alors là-dedans, je vais pouvoir taper une commande qui va me dire qui est connecté, sur quelle console on est connecté. Donc là, on voit bien que sur l'init 5, le who va me donner les différents utilisateurs, alors que le 1 n'est pas toujours en mesure de le faire, puisque là, je viens de le dire, un minimum de service est démarré. Alors bien sûr, tout ça, ça évolue avec le temps. Ici, je suis sur une Debian, je suis en réseau avec du multi-utilisateur, alors que je suis en mode rescue. Si je tape un PSAX pipe grep wc, donc un PSAX va me lister les différents processus, et le WC va compter combien il y a de lignes. Mais on voit qu'il y a un peu moins de services qui vont être démarrés sur un init 1, un petit peu plus sur un init 2, et encore plus sur un init 5. Alors avec tout ça, on va utiliser une commande qui s'appelle runLevel, qui s'exécute aussi en administrateur, qui elle va vous permettre de vous récupérer le niveau d'exécution en cours. Donc justement, si on a quelques difficultés à comprendre le fonctionnement des runLevel, si vous tapez cette commande runLevel, vous allez être largement aidé justement avec ces niveaux 2, 3, 4 où on pourrait être un petit peu perdu. Alors il est certain que runLevel aujourd'hui n'a pas le même impact qu'il y a 10 ans. Par contre, ils ont toujours leur importance, et cette fois on va aller voir ça d'un peu plus près. Donc je vais me déplacer dans le dossier etc, et je vais faire un cd rc, et je vais appuyer sur la touche tabulation. Donc ce qui va me permettre d'afficher tous les dossiers, tous les fichiers qui commencent par rc quelque chose. Donc je vais avoir des dossiers qui vont aller de rc0.d à rc6.d. Je vais avoir un dossier qui va s'appeler rcs.d. Donc ça, c'est là-dedans qu'on va retrouver tous les scripts de démarrage. Vous allez aussi avoir un script rc.local. Donc là, il y a des chances que vous ne l'ayez pas, puisque ça va dépendre des distributions, ça va dépendre de la version. Ça, pour ma Debian, c'est un script que j'ai réécrit de manière à lancer les différents scripts au démarrage. Donc là, vous retrouverez une vidéo là-dessus, justement, si vous désirez lancer des programmes qui ne rentrent pas dans la catégorie d'update RC. Alors beaucoup de documents vont parler aussi d'un fichier inittab. Alors là c'est pareil, il a souvent disparu. Le fichier inittab permettait de configurer le programme init au démarrage. Et justement c'est ce qui fait toute la difficulté de comprendre les runLevel. Comme souvent, il faudra faire preuve de souplesse. Alors ici on va garder juste l'idée générale et ensuite on va adapter en fonction de la situation. Donc dans les dossiers rc0.d à rc6.d, c'est là-dedans que vont être écrites les différentes informations du programme update-rc.d, qui est un programme qui va permettre de configurer, de créer des liens pour indiquer à quel moment on va démarrer et arrêter un service. Donc si je vais dans rc5d, donc après on pourra aussi aller dans rc0.d ou rc6.d, vous allez retrouver tout un ensemble de fichiers. Ces fichiers vont commencer soit par la lettre K, soit par la lettre S. Les fichiers qui commencent par K, c'est pour arrêter un service kill. Et tout ça dans un ordre qui va aller avec la valeur qui est juste derrière la lettre K. Donc si j'ai K00, on va arrêter le service avant le service qui sera en K01.
Donc les services peuvent démarrer ou être arrêtés de 0 à 99. Donc ça c'est l'ordre de priorité de démarrage. Donc on a K pour arrêter un service et on aura S pour démarrer un service avec le même principe de 0 à 99. Donc on va arrêter les services suivant les besoins et pareil on les démarre suivant les besoins. Donc il est évident que si on est dans le RC0 où on arrête la machine, tous les services vont être arrêtés. Si on est dans le RC6, on aura tous les services qui vont être arrêtés et on va voir le service de redémarrage de la machine. Pour les autres, entre 2 et 5, ça dépendra des besoins. Si je fais un CD init.d, ici on va pouvoir lister tous les services qui sont disponibles. Alors ici je suis sur ma Debian, j'en ai 40 à 50 en général. Suivant la distribution on pourra en avoir plus ou moins, mais bien entendu, à chaque fois qu'on installe un nouveau programme qui va pouvoir démarrer en service, on va retrouver des nouveaux services dans ce dossier. Alors pour pouvoir vous aider, je vous invite à taper la commande man updaterc.d qui va vous donner toutes les informations sur la commande qui va permettre de configurer ce démarrage et cet arrêt des services. Alors justement pour montrer un petit peu cette différence entre un système et un autre système, je vais lancer ma CentOS qui va démarrer en mode normal. Alors ici j'utilise une CentOS 8. Avec une CentOS 7, on pourrait aussi avoir d'autres comportements. Alors là, la CentOS 8 a un noyau relativement récent, on est sur un noyau qui est très proche de celui de la Debian que j'utilise. Donc vous allez voir que la différence n'est pas si flagrante que ça. Par contre, sur des distributions avec des grands écarts de noyaux, effectivement, on pourra trouver des choses totalement différentes d'une distribution à l'autre distribution. Donc une fois que ma CentOS va être démarrée, je vais me retrouver sur le bureau. Alors la CentOS 8 c'est un petit peu particulier parce qu'on n'a pas de bureau KDE, donc je vais me retrouver sur un bureau GNOME, mais globalement ça reste la même chose, de toute façon un terminal reste un terminal. Donc là quand je vais lancer mon terminal en mode normal, si je exécute la commande runlevel, on va voir que je suis bien parti du démarrage pour arriver sur un niveau de démarrage de 5. Donc un runlevel 5. Si je tape un init 3, eh bien ça va faire exactement la même chose que sur ma Debian. Je vais retomber en mode texte. Et si je tape runlevel, effectivement, on voit bien que je suis sur un niveau 3. Par contre, ça va bien montrer que, comme je disais tout à l'heure, les niveaux 2, 3, 4 sont les mêmes. Eh bien si je fais un init 2 et je tape runlevel, eh bien on va se rendre compte que eh bien en réalité il me dit toujours je suis toujours en niveau 3. Si je tape init 4, donc je passe bien en runlevel 4, et bien si je tape ma commande runlevel, il me dit toujours que je suis en niveau 3. Donc comme quoi ça change pas, on ne change pas entre les niveaux 2, 3 et 4. Alors cette fois je vais en profiter pour faire un reboot et puis aller voir justement en mode rescue, en mode dépannage. Alors je peux taper une commande reboot ou init6, c'est exactement la même chose. Alors j'ai déjà entendu dire certaines personnes que valait mieux taper la commande reboot, ou d'autres qui disent qu'il est préférable de taper la commande init6. En fait, ce n'est rien d'autre qu'un alias entre les deux. Donc vous pouvez taper l'une et l'autre, il n'y a pas de préférence. Donc si je tape un init6, il va redémarrer ma machine. Cette fois je vais sélectionner le mode rescue et je vais laisser ma machine démarrer. Alors certaines machines vont démarrer un petit peu plus vite que d'autres en mode rescue, puisque de toute façon il y a quand même une phase de diagnostic. Certains vont démarrer en mode texte, et là si on regarde notre CentOS, elle redémarre en mode normal. Si vous faites un runlevel, vous allez voir que on est en niveau 5. Donc en réalité,
j'ai bien fait un démarrage en mode rescue. Il démarre le mode graphique, il démarre le réseau, il démarre le multi-utilisateur. Donc en réalité, le mode rescue, c'est pas vraiment un mode rescue, c'est un mode de démarrage normal. Alors il y a quand même une grosse partie de diagnostic. Alors parfois, quand on tapera la commande run level, il pourra nous dire que il ne connaît pas sur quel niveau de démarrage il est démarré. Ça arrive aussi, ça va dépendre de la situation. Mais comme j'en ai fini, puisque là je viens bien de montrer que d'une machine à l'autre ça peut être différent, d'une distribution à l'autre ça va être différent, d'une version de la même distribution à l'autre ça peut être aussi différent. Donc j'ai tapé un init 0. Et puis je vais arrêter ma machine et je vais revenir à ma Debian. Alors ici on vient de voir toute la difficulté liée au run level. On vient de voir que c'était en fonction de l'évolution du système et aussi parfois par rapport à leur emploi. Puisque si vous faites une installation uniquement normale, sans d'interface graphique, eh bien il ne démarrera pas de la même manière que si vous le démarrez avec une interface graphique. Dans cette partie, on va voir justement comment manipuler ces run level et comment les employer. Donc là ici on va rentrer vraiment dans le système, on va rentrer dans les services. Certaines personnes pourront le comprendre plus facilement en fonction de leur connaissance de Linux, d'autres auront peut-être un petit peu plus de difficultés. Alors, ça sert à rien de paniquer, ça va venir avec le temps, il faut justement laisser le temps se faire. Et justement, dans une de mes vidéos précédentes, on avait vu comment booter, ou comment rebooter, comment redémarrer un système en mode texte. Alors ici c'est juste pour voir l'utilisation, l'idée n'est pas de tout revoir. Si vous n'arrivez pas à le faire juste en suivant mes explications que je vais donner ici, je vous invite à aller voir ma vidéo précédente sur le sujet. Donc je vais aller modifier mon fichier grub.cfg. Je vais faire un anneau, espace, /boot/grub/grub.cfg. Je vais aller chercher dans mes entrées de menu entry, les paramètres de mon noyau. Les paramètres de mon noyau, on va le retrouver à la ligne qui commence par Linux. Je vais aller tout au bout de la ligne et après le coyote, je vais lui mettre 2. Donc ici, je vais lui mettre le niveau de démarrage par défaut. Quand c'est fait, quand j'aurai enregistré, quand j'aurai modifié ma ligne, eh bien, je vais pouvoir rebooter ma machine. Donc normalement si je reboote ma machine, elle devrait rebooter en niveau 2. Ce qui est plutôt logique. Je vais taper mon login, je vais me connecter en route. De toute façon, si je veux pouvoir tester mon run level, il faudra que je sois en route. Et je vais taper ma commande run level. Et là on voit que non, j'ai pas démarré en niveau 2, mais j'ai démarré en niveau 3. Alors pourtant, je peux vous assurer que de toute façon c'est bien un 2 que j'ai mis tout à l'heure. De toute façon on peut l'essayer. Si je fais un init 2, si je retape ma commande run level, il me dit toujours que je suis en 3. Si je fais un init 4, je tape ma commande run level, il me dit toujours que je suis aussi en 3. Donc ça on l'avait déjà vu, mais ça le confirme bien. Donc j'aurais pu très bien mettre, après mon coyote, 2, 3 ou 4, le résultat aurait été le même. Et je vais pouvoir redémarrer mon interface graphique avec un init 5. Donc là cette fois on va passer à autre chose, on va passer justement à l'installation d'un nouveau service. Donc là ici je vais installer Webmin, c'est pour l'exemple, c'est pour montrer comment un service s'installe et comment on va pouvoir manipuler son démarrage. Donc je vais me rendre sur internet, là c'est vraiment pas pour m'embêter. Et puis je vais tout simplement aller chercher install webmin pour Debian. Je vais aller chercher la commande qui correspond au wget, donc comment récupérer le paquet de webmin. Donc je vais faire un copier-coller dans mon terminal. Quand mon fichier va être téléchargé, il fait une vingtaine de mégas, donc ça va dépendre de votre connexion, ça va dépendre de la journée, ça va dépendre des serveurs de webmin. Donc quand c'est fait, quand j'ai récupéré mon paquet, je vais pouvoir faire un dpkg-i
mon fichier webmin. Alors forcément il va mettre quelques secondes à s'installer. Comme il dépend d'autres fichiers, il y a des dépendances qui n'ont pas été installées, j'aurai une erreur en fin d'installation. C'est pas grave, je fais faire un apt install-f-y pour lui dire d'installer les différents paquets qui me manquent. Donc là l'idée est bien de ne pas montrer comment fonctionne webmin. Si vous cherchez à installer webmin, vous retrouverez l'installation de webmin dans mes différents tutos. Ici on est bien dans la partie service, c'est ça qui va nous intéresser. Donc mon webmin va s'installer et au bout de quelques secondes il va me dire voilà il est disponible à tel endroit, donc en http s:/adresse IP et puis le port 10 000. Là avant d'aller voir justement mon webmin, voir comment il fonctionne, on va se rendre dans le dossier etc rc5d. Donc je vais faire un cd /etc rc5d et je vais faire un ls. Et là on va se rendre compte qu'effectivement il m'a rajouté un nouveau lien, il m'a rajouté un nouveau fichier S99 webmin. C'est-à-dire que une fois que tous mes services auront démarré en RC5, il me démarrera éventuellement avec le S99 mon webmin. Alors pourquoi éventuellement? Parce que si je vais voir dans les autres dossiers, RC2, 3, 4, on va retrouver la même chose, on va retrouver un S99 webmin. Alors si je fais un ls-l, donc si je liste en détaillé, on va bien voir que mon S99 webmin, en réalité ce n'est qu'un lien symbolique qui va pointer vers etc init.d webmin. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc en réalité dans etc init.d, il va installer le fichier de script. Le fichier de script, on va voir justement après, qui est formaté, qui doit avoir un certain format pour être reconnu par updatecrc.d. Donc ce fichier webmin va être tout simplement lié dans mon rc5d. Alors on peut aussi configurer le démarrage d'un service à la main. Donc ici je vais utiliser updatecrc.d, mais on verra que de toute façon on peut le faire aussi à la main, ça sera exactement la même chose. Donc si je fais un cd etc rc2d, on va retrouver mon S99 webmin qui devrait donc démarrer en niveau 2. Si je tape updatecrc.d, la touche de tabulation, donc là ici comme j'ai activé l'autocomplétion c'est bien parce qu'il va m'afficher tout ce qui va derrière, tout ce que je peux taper derrière ma commande updatecrc.d. Donc si je tape updatecrc.d, ma touche de tabulation, il va me dire voilà, là ce que je peux mettre, les différents services. Donc je vais lui taper webmin, je retape la touche de tabulation et là il me dit voilà, je peux mettre start, je peux mettre stop, je peux mettre défaut. Donc je vais mettre start, retouche de tabulation et là il me dit voilà, je peux mettre un start.stop 0 jusque 6. Donc là je vais pas m'embêter de toute façon parce qu'on va vite voir que de toute façon c'est plus supporté. Donc c'est bizarre parce qu'elle me le propose automatiquement et puis quand je lance il me dit bah non de toute façon cette commande là n'est plus supportée. Donc je tape un updatecrc.d webmin start to stop, les différents niveaux que je vais vouloir démarrer, 3, 4, 5 ou stop 3, 4, 5, et là il me dit bah non il est plus supporté, il ne supporte plus que la partie default. Donc justement on peut forcer à la main de modifier cette configuration. Donc je vais faire un anneau espace /etc/init.d/webmin. Donc là je vais aller modifier mon script de démarrage. Donc on va voir que on a dans le bloc information default start, et bien on peut avoir le default start et le default stop. Donc là on va pouvoir changer les niveaux. Donc je vais faire une inversion de niveau, je vais lui dire que sur les run level 2, 3, 4, je vais pas le démarrer, je vais démarrer uniquement sur le niveau 5. Donc sur le 0, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 6, puisque le 1 va avec,
eh bien, je vais ne pas démarrer mes services. Alors justement, on est dans un bloc de commentaires, mais ce n'est pas vraiment des commentaires. C'est des commentaires formatés qui vont être recherchés par UpdateRC. UpdateRC va exploiter cette partie-là pour pouvoir exécuter ou arrêter les différents services. Une fois que j'ai fait mes modifications, une fois que j'ai enregistré mes modifications, je vais pouvoir faire un update-rc.d webmin default. Donc là, je vais lui dire de configurer mon webmin avec les informations par défaut qu'on retrouve dans le script de démarrage. Et là, on va aller voir les différents dossiers. Si je fais un cd etc rc2d, si je fais un ls, eh bien en réalité on voit qu'il m'a pas supprimé mon S99 webmin, il y est toujours. Si je le fais avec le rc3d, on va voir que c'est la même chose. Donc en réalité, eh bien on peut le faire aussi à la main. Donc justement, updaterc.d n'est rien d'autre qu'un programme qui va mettre des liens entre l'init.d et rc2 jusqu'à rc5, en tout cas pour ce qui nous concerne. Donc on peut très bien le faire à la main, donc je peux aussi faire un mv du mon fichier etc rc2d s99 webmin en k99 webmin. Je peux refaire la même chose avec le rc3d, faire un mv de s99 en k99 webmin. Et si je vais dans mon rc4d, si je fais un ls, et bien en fait ici on voit qu'il m'est déjà passé mon s99 en k10 webmin. En fait, il m'a bien changé les valeurs par défaut de démarrage pour le rc4 en niveau arrêté. Alors justement, après ces petites manipulations, donc on voit justement qu'il faut quand même un petit peu cette souplesse dans la manipulation des différents scripts, des différents niveaux de démarrage. Si je fais un reboot, donc forcément il va rebooter en init 2 comme je l'ai fait avant, donc il n'est pas vraiment en init 2, il est en init 3 de toute façon puisque on l'a vu, et je vais pouvoir tester mon webmin. Donc c'est pour ça aussi que je viens de faire un IPA avant, de manière à pouvoir récupérer quand même mon adresse IP si je veux pouvoir le tester. Donc là on va attendre que la machine démarre et puis on va essayer de se connecter depuis mon navigateur web sur mon webmin. Alors forcément, là on vient de le voir, sur les RC2, 3, 4, le service est arrêté. Donc forcément, il risque pas d'être démarré. Donc je vais avoir une page qui me dit bah non, la page n'est pas accessible. Quand c'est fait, maintenant qu'on a bien testé qu'effectivement mon service n'avait pas été démarré, en tout cas dans la partie texte, je vais pouvoir faire un init5 et cette fois vérifier si effectivement mon webmin est bien démarré. Donc mon init5 va démarrer, ça va relativement vite, même si l'interface graphique va mettre un petit peu plus de temps pour démarrer. De toute façon les services sont quasiment démarrés les uns derrière les autres. Donc en réalité, on va tout de suite voir que, en rafraîchissant ma page web, eh bien cette fois, mon service, mon webmin est bien démarré. Donc là, on constate bien que dans les premières étapes, dans mes run level 1, là, on ne l'a pas testé, 2, 3, 4, mon service webmin n'est pas démarré. Et lorsque j'exécute un init5, il me démarre bien mon service. Donc comme on vient de le voir, les run level, dans l'idée, ce n'est pas très compliqué. On pourra comprendre quand même aisément le principe. Si on rentre encore un petit peu plus loin dans la manipulation des services et leur démarrage, voire même pourquoi pas la configuration du noyau, là ça devient quand même moins évident. Alors ici chacun s'arrêtera à son niveau. Alors il ne faut pas se formaliser pour ça pour autant. Init est lancé directement par le noyau, ce qui nous amène très proche
de la racine du système, et là, forcément, ça devient vite compliqué. Alors ça viendra de toute façon avec le temps et l'expertise de Linux. J'en ai terminé. Si cette vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas de liker. Laissez-moi un tip sur tipeee.com/ljpinfo. Vous pouvez taper ljpinfo dans votre navigateur web pour me retrouver. Abonnez-vous à la chaîne si vous désirez retrouver mes prochaines vidéos. Laissez-moi vos questions, laissez-moi vos suggestions. Et on se dit à bientôt.